Merci de renouveler votre confiance à notre regard. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce programme que reçoit pour vous ce soir Claude Machala, qui est militant du PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, parti cher à Joseph Kabila, mais il est également kabiliste simplement. Claude Machala, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup pour l'honneur, maman. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, ça va. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur pour moi. Alors, votre pétition, ça va bon train? Oui, là on est presque en train d'apprêter costume, cravate. Et pour qu'un de ces quatre, on aille déposer cette pétition à l'une des chambres de notre Assemblée nationale. D'accord, on en reparlera, mais d'abord, on va jeter un coup d'œil sur la rencontre qui a eu lieu le vendredi dernier entre Joseph Kabila et Sassou Nguesso pour pouvoir normaliser la situation au retour à la paix, on peut dire ça comme ça, entre les deux peuples. On va dire comme ça que les choses vont redevenir à la normale, d'autant plus que le mardi prochain, les experts de deux pays vont se mettre ensemble pour voir les voies et moyens, les modalités pratiques pour pouvoir remettre le commerce transfrontalier entre les deux pays. Est-ce qu'on peut espérer à une issue favorable? Merci beaucoup pour la question. Certes, il y a eu ce qu'il y a eu entre nous, le Congo-Brazzaville. Je crois que les deux chefs d'État se sont surpassés. Ils ont su prouver que, étant donné que ce sont des voisins naturels et qu'il n'y a rien qui puisse faire que les deux peuples qui nous sont séparés presque par rien continuent à se regarder comme des chiens en faïence, je ne pense pas. Et là, c'est un grand pas vers le renouement de relations normales entre les deux pays. D'ailleurs, moi, je disais toujours aux gens que, certes, on a vu nos frères être expulsés, rentrer ici chez nous dans les conditions que nous ne tenons pas ou plus à nous rappeler. Mais je disais toujours aux gens que tant que je n'ai pas vu parmi ses compatriotes, Maman Sassou Nguesso, rentrer ici avec valise et tout ce que vous voulez, ce qu'il y a espoir, c'est que chaque matin, quand le président Sassou se réveille et regarde la première dame, je crois qu'il doit avoir des problèmes de conscience, que tôt ou tard, ça va aller. Et je crois que l'avenir a fini par nous donner raison. Donc, cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne et que de pareilles bavures ne puissent plus se répéter. Et en croire le communiqué lu par Raymond Tchibanda, le communiqué qui a sanctionné cette rencontre, nulle part on a dit que Sassou Nguesso regrettait la manière où se sont effectuées ces expulsions. On peut dire comme ça que on a craché sur les honneurs ou la dignité de ces personnes qui se sont senties lésées lors de ces expulsions. Moi, je ne pense pas que nous avons le droit de jouer à ce genre de jeu-là. Je crois qu'il y a eu une rencontre qui a pris le temps que ça a pris. Il y a eu des choses qui se sont dites qui ne devaient pas nécessairement se retrouver dans le communiqué qu'a lu le ministre Raymond Tchibanda. Donc, je crois que le communiqué, souvent, c'est pour sanctionner des pareilles rencontres ou réunions. Mais je crois que l'essentiel, c'est resté entre les deux hommes d'État. L'essentiel, c'était hors caméra et hors micro. Donc, je crois que c'est ça le plus important. Et voir que la rencontre, voilà, aboutit à la convocation de cette réunion entre experts de deux pays. Donc, c'est pour vous dire que tout n'était pas dans le communiqué lu par Raymond Tchibanda. Donc, il y a de ces choses qui se sont dites et je suis sûr et certain que quand Sassou parle d'une commission d'enquête, donc c'est qu'on a eu à constater que quelque chose de pas du tout normal s'était fait. D'accord, on va revenir à votre fameuse pétition, on va le dire comme ça. Pétition. Où en êtes-vous? C'est pas une fameuse pétition, madame. C'est une réflexion qui a été faite par des gens sérieux, par des gens qui aiment leur pays, des gens qui ne pouvaient pas continuer à tolérer de voir que 54 ans après notre indépendance,
nous continuons à subir une sorte de dictée, de dictat de la part de certaines puissances, quand bien même ce sont des partenaires dont on a besoin pour la partie de la marche qui nous reste pour atteindre l'émergence. Il nous a fallu penser quelque chose dans le respect de la loi, bien sûr, pouvoir faire que le Congolais ait la chance d'accéder finalement à toute leur dignité. Et c'est ainsi que nous avons pensé nous servir aussi de l'article 218 de l'actuelle loi fondamentale, quand bien même nous la décrions, pour arriver à cette fin-là. C'est ainsi que nous avons lancé cette pétition pour le changement pur et simple de l'abrogation de l'actuelle Constitution. Et ici, changement-abrogation, quelque part, on pourrait aussi penser à une sorte de révision de fond en comble de l'actuelle loi fondamentale, parce que nous ne la trouvons pas du tout porteuse d'un quelconque développement, si ce n'est que des conflits et des discriminations et d'injustices. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes fiers, alors fiers et heureux, de dire et d'annoncer à la face du monde que si ces 100 000 signatures qui suffisent pour arriver à cela, nous sommes au-delà de cela. Et que c'est chaque jour maintenant, l'engouement pris à une ampleur telle que je crois qu'il nous faudra peut-être un demi-conteneur pour transporter tous les registres, tous ces registres-là au palais du peuple. Voilà. D'aucuns pensent que vous êtes prétentieux. Vous savez, dans la vie, rien de tout ce qui est grand est facile. Ce n'est pas un problème d'être prétentieux. Je crois que c'est un problème de leadership. Et le leadership ici, il faut toujours le voir comme un devoir. Vous savez, autrefois, le président Kennedy avait conseillé à ses concitoyens qu'il ne fallait pas chercher à savoir ce que votre pays ferait pour vous. Mais votre souci quotidien devra être celui de voir ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et cela, il ne faut pas nécessairement le faire devant caméra, avec tambour, fanfare, tout ça là. Parce que moi, dans la vie, j'ai toujours trouvé que le plus beau monument pour moi, c'est celui du soldat inconnu. Et c'est monsieur-là qui a fait quelque chose pour sa collectivité. Et c'est monsieur-là qui était prêt à se sacrifier pour les autres. Et dont l'histoire ignore le nom. Voilà, c'est ça. C'est ça le plus beau monument pour moi. Donc le reste, quand on dit il est prétentieux, d'autres vont un peu plus loin, il est orgueilleux, il est hautain, tout ça là. Je crois que dans la vie, entre parler à haute voix et hausser le ton, il y a quand même nuance et pas différence. Donc, il y a nuance, et alors, si vous parlez de nuance, quelle nuance faites-vous entre révision de la Constitution et changement de la Constitution? Vous savez, la révision de la Constitution, la révision de la Constitution, on peut ne pas toucher l'ensemble de la Constitution. Or, ici, quand on parle de changement, c'est une réformulation. Et là, nous nous sommes inspirés... Et qu'en est-il actuellement? C'est de la révision? Il s'agit de la révision ou du changement? Moi, nous ne sommes jamais engagés dans ce débat-là, dans la révision. Nous, c'est le changement pur et simple. Vous passez à une autre république? Moi, nous parlons constitution. S'il faudrait en arriver là, pourquoi pas? Parce que nous étions à la première république, il y en a eu une deuxième. Et pourquoi pas une 15e? Tant qu'on y est. Moi, je pense qu'il y a la déclaration sur le droit des citoyens de l'homme de juin 1793, qui est plus que claire. Cette déclaration avait été faite par une des nations de grande liberté. Et cette déclaration dispose à son article 28 que chaque peuple a le droit de réviser, de réformuler, voire même de changer sa constitution. Et qu'aucune génération n'a le droit d'assujettir à ces lois les générations futures. Et je pense qu'il n'y a pas très longtemps, on a surtout suivi l'ambassadeur français ici, qui a à peu près dit ceci, que de par le monde, il n'existe pas de constitution qui soit intangible. Et que derrière toute modification ou changement de la constitution, il faudrait qu'il y ait toujours une sorte de consensus. Et nous sommes pour ces consensus-là. C'est-à-dire, au moins cette fois-ci, puisqu'il y a la paix,
ça sera des esprits et des intelligences tout à fait apaisés qui pourront se mettre autour d'une table de façon à ce que l'anecdote qui a toujours prétendu que du choc des idées jaillit la lumière puisse encore avoir raison. Donc je pense que vouloir s'accrocher à quelque chose qui est essuyé, je crois que c'est tout à fait malhonnête si nous pensons un jour léguer quelque chose de décent à la postérité. Ça. Mais puisque vous parlez des esprits apaisés, beaucoup diront que c'est pas vrai, c'est faux, parce qu'il y a les avis qui sont partagés. Dernièrement, nous avons suivi Monseigneur Ambongo sur les ondes de la RFI, qui est quand même inquiet du climat politique actuel au pays, et il se dit que il est inquiet du fait que la démocratisation va très mal dans notre pays, notamment avec la révision constitutionnelle ou le changement constitutionnel. Et Monseigneur Ambongo, il est de quel parti? Il pense d'ailleurs que l'esprit de l'actuelle constitution serait mis en mal. S'il vous plaît, Monseigneur Ambongo, il est de quel parti politique? Il est de la société civile, il est de la SENCO. Et la SENCO, vous devez savoir que la SENCO vient de subir une mutation. Mais ne faites pas toujours allusion au parti politique. S'il vous plaît. Sachez au moins qu'il y a la société civile aussi qui a son mot à dire. S'il vous plaît, la SENCO s'est transformée en un parti politique. Et d'ailleurs, je crois qu'ils doivent arrêter cette attitude usurpatrice de continuer à vouloir faire croire aux gens qu'ils sont encore de la société civile. Non. D'ailleurs, leurs bureaux sont situés non loin du ministère de l'Intérieur. Moi, je leur demanderais de faire vite, d'aller régulariser leur situation en tant que parti politique. Parce que le discours que nos 43 évêques ont commencé à tenir depuis un certain temps démontre à suffisance, ou soit, comme tout parti politique, ils veulent aussi conquérir le pouvoir, ou peut-être ils aimeraient provoquer une sorte de schisme entre chrétiens catholiques. Parce que n'oubliez pas, ceux qui sont au pouvoir, ils sont aussi catholiques. Parmi ceux qui soutiennent Joseph Kabila Kabange, il y a aussi des catholiques. Ils veulent quoi avec ce discours-là? Qu'un jour, au cours d'une messe qui se tiendrait quelque part, qu'il y ait une bagarre entre ceux qui sont pour et ceux qui ne sont pas pour. Ou peut-être, étant donné que l'ambition en Afrique a toujours été d'avoir un jour un pape noir, on pense que cette fois-ci, il y a moyen de le réaliser à l'occasion de ces schismes-là. L'Église viendra se disloquer au niveau du Congo et finalement, le fameux pape noir viendrait d'ici. Mais comment moi, je pense qu'ils n'ont pas à se mêler de ces débats-là. Parce que souvenez-vous, les mêmes personnes-là, ils n'ont pas le droit de dire un mot en ce qui concerne la bonne marche du pays. En 2005, je crois déjà l'Église va mal, qui commence d'abord par réorganiser les choses au niveau de l'Église. En 2005, le même groupe, ce n'est pas le même parti politique, puisque pour moi, au jour d'aujourd'hui, la SENCO est un parti politique. Ce même groupe avait demandé à ce que la population ne puisse pas accéder au oui à propos de l'actuelle constitution. Et voire même, quand le oui l'a emporté, ils ont eu même à conseiller, à la première législature, d'amender, d'améliorer et de corriger la loi fondamentale parce qu'il y avait beaucoup trop d'insuffisances. Et curieusement, au jour d'aujourd'hui, qu'il est question de changer, ça pose problème, puisqu'on veut s'accrocher à certains articles, dites verrouillés, je ne sais pas par qui, parce que c'est l'homme qui fait, et le même homme qui fait peut défaire. Non, et on s'accroche juste parce qu'on en veut à une personne. Et c'est pour ça que nous avons pensé qu'il faudrait que nous ayons une constitution qui soit impersonnelle, de façon à ce que dans l'avenir, on ne soit pas là à développer des attitudes, des comportements assez radicalisés, juste parce que si on venait améliorer les choses, cette personne que l'on déteste là va demeurer. Et c'est pourquoi je crois que nous devons remettre tout le pouvoir au peuple.
Mais voilà. On doit remettre tout le pouvoir au peuple parce que on cherche par tous les moyens à restreindre la souveraineté de notre peuple. Voilà. Et cela s'est fait nulle part. Voilà. C'est ça. Voilà. Ces propos de Monseigneur Ambongo a été qualifié de procès d'intention par le ministre Mende, qui est le porte-parole du gouvernement. Pensez-vous que Fridolin Ambongo a eu tort de tirer la sonnette d'alarme? Oui, parce que l'Église est censée rester au milieu du village. Et là, nous constatons avec amertume qu'au lieu d'être au milieu du village, ces messieurs se retrouvent sous une véranda. Et ils sont là en train de défendre des opinions. La preuve, des opinions politiques, madame, la preuve, juste bien avant eux. Vous connaissez tous la personne qui a eu à tenir des propos semblables. Et après eux, vous allez voir. C'est à croire que leur déclaration, leur communiqué, c'est juste un maillon de la chaîne du fameux complot qu'il y a contre notre pays, contre notre peuple. Après eux, c'est une litanie de communiqués, de chantage, où tout le monde pense que le moment est venu de se faire voir, même de se faire passer pour leader ou je ne sais pas, comme alternative à je ne sais quoi, je ne sais qui. Donc c'est pour vous dire que, pour moi, et ça n'engage que moi, je crois que la société civile au Congo, il y a des gens qui sont vraiment de la société civile. Il y a des gens qui sont là avec le peuple. Il y a des gens qui savent ce que veut le peuple. Ou ce que veut le peuple, si je peux dire. Mais la SENCO, je crois que doit d'abord savoir que nous sommes dans un État laïque. N'allez pas nous faire croire que ceux qui sont avec Mukuna, avec Coutinho, avec le pasteur de Nzondo ou l'autre Kankenza, n'iront jamais à l'encontre du bon Dieu. Juste parce que... Non, je crois que ça en est un peu trop. Je crois que nous ne sommes plus à l'époque où il y avait du sang sur les lianes. Il y en a assez eu. Et je pense qu'il est grand temps qu'ils puissent régulariser leur situation avec l'administration publique, de façon à ce que, politiquement ou publiquement, que l'on sache qu'ils sont adversaires, qu'ils se battent aussi pour la conquête du pouvoir. Et c'est tout à fait légitime, c'est une ambition légitime pour tout parti politique. Mais voilà, la même Église catholique a suspendu sa participation au comité d'intégrité et de médiation des élections, et aussi la SENCO a retiré ses membres, a qualifié plutôt ces tentatives de modification de l'article 220 de sans issue. Comment réagissez-vous à cette situation? Mais ce que je venais de le dire, c'est de l'intox. C'est de la subversion que l'on prépare. C'est ça. C'est la subversion que l'on prépare. Et je crois que c'est une démarche, voire même anticonstitutionnelle. Quand vous me dites qu'ils ont retiré leurs membres, ils se sont retirés de la CIM, ça ne dérange en rien la bonne marche de la SENCO, pardon, de la CENI. En rien alors. En rien. En rien alors. Nous sommes dans un État laïque. Je crois que hier on a vu encore une autre grande église. On vous entend parler. Adhérer à la CIM. On vous entend parler, vous me donnez l'impression d'avoir des propos contradictoires avec le ministre Mende, qui pense que tout ce qui se dit autour de tout ce que l'Église catholique est en train de dire contre ou à l'endroit du pouvoir, c'est un procès d'intention. Mais je ne fais que confirmer les propos du ministre de l'Information. Et moi, je vais un peu plus loin, en tant que citoyen, en tant qu'observateur. Vous savez, déjà le fait que la même SENCO, on l'a vu... Quand on parle de procès d'intention, c'est-à-dire que tout n'est pas vrai, et là on vous entend parler, c'est comme si vous affirmez c'est que l'Église catholique, la crainte de l'Église catholique... Moi je n'affirme rien. Je suis un citoyen, vous n'allez pas me dire qu'il y a je ne suis pas au-dessus de la loi. Et je ne suis pas non plus en dessous des autres citoyens. Je sais que dans une société où souvent les gens se laissent facilement guider par le mensonge, quand vous avez l'habitude de dire tout haut certaines vérités, vous paraissez être quelqu'un qui dérange. Je ne suis pas un révolutionnaire. Je crois qu'ici, les choses sont claires.
La SENCO, en tant que parti politique, veut le pouvoir. Et ceux qui ont conquis le pouvoir... En tant que parti politique, d'après vous? En tant que parti politique, c'est un parti politique. C'est un parti politique. Avoir leurs discours, leurs attitudes et la petite culture qu'ils sont en train de créer, il n'y a pas très longtemps, on les a vus. Dans les médias, en train de faire la promotion d'un des produits commerçables de la place ici. Ils ne se sont pas gênés d'en vanter les vertus et les bienfaits. Et cela au détriment d'autres produits semblables. C'est-à-dire, c'est la culture du parti pris. Et partant de ça, ce n'est que normal qu'ils trouvent que ceux qui ne sont pas avec eux en soutane ont intérêt à sortir de l'église. En fait, c'est ça le message. Et je viens de vous le dire ici, qu'il y a des chrétiens catholiques au pouvoir. Il y a des chrétiens catholiques dans le régime. Et quel est leur sort? Qui nous disent que ça y est, c'est fini. Et que demain, c'est l'enfer pour ces gens-là. Non, ils ont été trop loin. L'Église est censée rentrer, revenir au milieu du village. Dieu merci. Dieu merci. Simon Kimbangu, lui, continue à être au milieu du village. Et à chaque fois que nous avons un problème, on sait revenir à lui. On comprend par là que quand ça vous arrange, on comprend par là quand ça vous arrange, vous pensez que ces gens-là sont au milieu du village, et quand ça vous arrange Simon pas, Kimbangu vous pensez qu'ils sont... Simon Kimbangu a toujours gardé le milieu du village. Il y a un parti pris. C'est quand ça vous arrange aussi. Simon Kimbangu a toujours été au milieu du village. D'ailleurs, l'autodétermination. L'autoprise en charge. Quand l'Église catholique empruntera la même voie que le pouvoir en place, vous direz en ce moment-là qu'il revient au milieu du village. Je pense pas. Écoutez, arrêtez de faire l'amalgame entre l'Église catholique et la SENCO. Nous parlons et de l'Église catholique et de la SENCO. Je préfère que vous parliez... Essayez de faire la différence. Il y a une différence. Il y a l'implication et de l'Église catholique, il y a aussi l'implication de la SENCO. Dans l'Église catholique, il y a tout le monde. Dans l'Église catholique, il y a tout le monde. Mais dans la SENCO, il y a un groupe d'individus qui cherchent à conquérir le pouvoir. L'Église catholique qui a retiré ses membres dans la CIM, ce n'est pas la SENCO. Excusez-moi, si nous parlons ici et de l'Église catholique d'une part, et de la SENCO d'autre part. Peut-être vous voulez me faire comprendre que la SENCO engage l'Église catholique. Je vous l'accorde. Je ne vous fais rien comprendre. Je vous dis simplement que nous parlons ici et de l'Église catholique, d'une part, et de la SENCO, d'autre part. Maintenant je comprends. Voilà. Vous me dites que l'Église catholique a retiré ses membres de la CIM. Et c'est le pape qui a écrit? Ou c'est un membre de la SENCO qui a pris la décision? Quand l'Église catholique s'était intégrée dans la CIM, vous avez eu besoin de la signature du pape? Mais quelque part, le Vatican y a soufflé. Vous devez le savoir. Rien ne peut se faire sans le Saint-Siège. Vous dites quelque part, c'est-à-dire rien n'est officiel. J'ai jamais été prêtre. Mais je crois que par organisation, ça fonctionne comme ça. Quand l'Église catholique retire ses membres, le pape ne s'implique pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. La CENI va continuer. Vous voulez me faire croire que quoi? Que bien avant que la première Bible ou la première évangile ne soit lue et comprise, ici en Afrique, et plus particulièrement au Congo, tous nos ancêtres là sont retrouvés en enfer. Vous ne pensez quand même pas qu'il y a péril dans la demeure? Il n'y a rien du tout. C'est au peuple de s'auto-prendre en charge. Et l'autoprise en charge prônée autrefois par M. Laurent Désiré Kabila avait aussi un volet métaphysique, un volet spirituel. Où mettez-vous alors toutes ces églises-là, de Noirs, les églises primitives? Vous les mettez où? Et vous pensez que chaque dimanche, quand vous voyez les gens avec des Bibles sous la main, tout ça là, vous pensez qu'ils viennent nécessairement de ces paroisses-là? Il n'y a pas une autre voie pour atteindre le bon Dieu? Vous pensez? D'accord. On va parler de la réaction du porte-parole de la majorité présidentielle qui pense que la Constitution de 2006 est dépassée, qu'il faudra une nouvelle Constitution pour le pays. Que doit-on comprendre par là? Que doit-on comprendre par là? Mais il n'a fait que rejoindre le club. Il n'a fait que rejoindre la démarche que nous avons initiée. Le changement, l'abrogation de l'actuelle Constitution.
C'est pas mettre en mal la démocratisation du pays. Mais justement, c'est donner... Qui est assez fragile, non, non, qui est dans le processus, dans un processus de consolidation, et du coup, cette situation ne pourra pas mettre en mal cette démocratisation. Mais justement, quand on est dans un processus, de consolidation, justement, on n'y est pas arrivé, et cette situation ne mettrait pas en mal pas du tout, mais justement, puisqu'on est dans un processus, c'est-à-dire de temps à autre, on sait s'arrêter, s'auto-évaluer, et quand on constate la chose sur laquelle on base sa marche vers l'émergence pose problème, qu'est-ce qu'on fait? On doit rectifier le tir. C'est pas changer d'itinéraire. Et ce qui compte, c'est l'objectif à atteindre, c'est-à-dire l'émergence à l'horizon 2030. Et au jour d'aujourd'hui, nous autres, nous sommes arrivés à la conclusion qu'on n'a plus besoin de ce compromis entre belligérants pour qu'on continue la marche vers cet objectif que l'on s'est fixé. Il faut que l'on change. Et là, le porte-parole de la majorité présidentielle, en tant que citoyen congolais, il a compris le message. Et il a une place de choix au club, c'est-à-dire le club du changement. Et si ailleurs, cela peut se faire sans trop de débats. Et pourquoi ici chez nous, c'est un endroit, c'est une folie, juste parce qu'il y a un groupe d'individus au costume bien coupé, cravate assortie, ils pensent qu'ils peuvent assujettir comme ça les autres. Mais voilà, c'est pas un groupe d'individus. Voilà. Outre l'Église catholique, il y a également l'opposition politique congolaise, mais également 650 organisations de la société civile qui sont contre ce projet, qui sont Vous les avez comptés? Puisqu'ils ont signé, ils ont quel membre? Ils ont signé. Madame, vous savez, outre le Congo est un pays. Est-ce que vous pouvez me laisser finir ma question? Non, parce que vous m'inquiétez. Est-ce que vous pouvez laisser que je puisse achever mon idée? Voilà. Je disais, vous parlez d'un groupe d'individus. Oui. Alors, je vous fais comprendre par là qu'il ne s'agit pas seulement d'un groupe d'individus. Oui. Outre l'Église catholique, il y a également l'opposition politique congolaise, oui, peu importe laquelle, oui, mais aussi 650 organisations de la société civile qui sont contre ce projet de revision de la Constitution, changement de la Constitution. Il n'y a que la majorité présidentielle qui tient à tout prix à ce projet de révision constitutionnelle. Vous ne pensez pas que cette situation pourrait replonger le pays dans des conséquences incalculables, d'autant plus que même dans la majorité, la cohésion interne n'est pas vraiment consolidée, puisque quelques membres de cette plateforme de la majorité présidentielle sont aussi contre ce projet? Là, vous parlez de plusieurs choses à la fois, madame. Répondez à plusieurs choses à la fois. Je vais essayer de faire un apport pour vous satisfaire. Voilà. Je dirais d'abord que je commencerai par où vous avez fini. Vous devez savoir que c'est normal que dans une famille politique où le débat interne est autorisé, qu'il y ait des gens qui, à un certain moment, oublient même la notion du vert et du rouge. Ils se mettent à rouler comme ça, tombeau ouvert. Et jusqu'à penser peut-être que la majorité présidentielle était devenue comme un bal de chauve. Où on a vu, ça on s'aperçoit au jour d'aujourd'hui, des individus qui s'étaient juste rasé le crâne pour faire partie du bal. Et plus le bal est dur, ces messieurs commencent à attraper des repousses, de peur de se faire prendre pour comme infiltrés, ainsi de suite. Non, il faut vite arrêter la fête. Je crois que quand vous venez à la majorité présidentielle, la porte vous est grandement ouverte. Et même après vous, elle demeure. Si ce que vous étiez venu chercher à la majorité, vous ne l'avez pas eu, et que vous pensez que vous pouvez sortir de là, puisque la porte demeure ouverte, mais sortez sans faire trop de bruit. On peut confirmer cette s'il vous plaît, vous m'avez posé une question. D'après vos propos. Vous m'avez posé une question. Vous savez, le diable n'est pas venu de l'enfer, madame. Le diable est venu du paradis. Et la trahison, quand elle a démarré au palais. Tout le monde sait ce que fut Brutus pour Jules César. Et personne n'a oublié ce que Brutus fit
à Jules César. Donc la trahison est venue du palais. On peut confirmer, si je peux finir. On peut confirmer. Vous m'avez déjà. Non, s'il vous plaît. Vous avez déjà. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, est-ce que vous permettez. Il n'y a pas de cohésion interne au sein de votre plateforme. Permettez que je finisse d'abord. Vous m'avez posé une question. Allez-y. Oui. Sinon, vous risquez de ne pas donner la chance à ceux qui nous suivent. Allez-y. De comprendre même mes propos. Allez-y. Il y a cohésion parce qu'il y a une discipline. Il y a une charte qui régit les relations entre les différents partenaires au sein de cette famille politique. Il y a un règlement d'ordre intérieur. C'est ça. Et quand vous avez failli à ces deux fondamentaux, mais là, la porte est ouverte. Ce n'est pas un problème de manque de cohésion, c'est un problème de discipline. C'est tout. Et je crois que tous ceux-là qui avaient cherché à se lancer dans une sorte de chantage ont vite été rappelés à l'ordre. Peut-être qu'il y en a d'autres qui aimeraient qu'on fasse attention à eux. C'est de leur droit. Alors, pour remonter un peu à ce que vous disiez, on a parlé de quoi là? De la majorité et quoi encore là? L'opposition politique. Voilà. Vous me dites. Les 650 voilà. Alors, quand vous parlez contre ce projet-là. Voilà, quand vous parlez de 650 ONG, vous savez ici à Kinshasa, combien de gens ont des ONG dans leur mallette? Combien des ONG sont même dans les petites boutiques ici à la cité? Mais qui ne se sont jamais prononcés pour le oui du changement de la Constitution. Mais une ONG, vous savez, quand vous n'êtes que vous là, ONG, vous êtes fait enregistrer quelque part. Vous me dites que 650 ONG, mais sur le terrain, ces ONG font quoi? Elles servent à quoi? On le voit qu'à l'occasion de grands forums politiques ou je ne sais pas quoi. C'est quand on voit ces ONG-là. Mais dans notre vécu quotidien, je suis en train de répondre à votre question. Jusqu'à ce que PPRD restera seul je ne suis pas en train de parler du PPRD ici. Il tiendra toujours. S'il vous plaît, bon pour vous avez invité M. Claude Machala. On vous a présenté militant du PPRD. Mais vous n'avez pas parlé de... On vous a présenté également kabiliste, c'est ce que vous voulez qu'on vous présente ici. Est-ce que vous m'avez demandé là où moi j'ai pris? Parce qu'il fallait aussi ajouter ça. Tant que vous y êtes. Je ne suis pas ici au nom de mon parti politique. Je suis ici en tant que citoyen congolais. Militant du PPRD mais oui. Et kabiliste de ce Mais voilà, mais je ne suis pas ici en tant que cela. Je suis en tant que nationaliste, en tant que Congolais. Vous avez voulu qu'on vous présente ainsi? Ce n'est pas que j'ai voulu. C'est vous qui m'avez présenté. Je ne me suis pas présenté moi-même. C'est vous qui m'avez présenté, madame. Alors, vous parlez au nom de Claude Machala. Au nom de Claude Machala, citoyen congolais. S'il vous plaît. Oui. Hein, ça, accordez-le-moi. Et les 650 ONG, nous savons que ça existe dans les mallettes des gens et ainsi de suite. Et au sujet de l'opposition politique, madame, arrêtons de faire la confusion entre opposants politiques et cambistes politiques. Il y a des opposants, il y en a. Et il y a des cambistes. Et je parle d'abord des opposants. Il y a des opposants, il y en a. Certes, de plus en plus, on voit même dans certaines grandes organisations qui autrefois ont fait la fierté même de notre démocratie, commencer à partir de l'idéologie à la biologie. Et ça, c'est très dangereux. Et il y a des oppositions de tout genre, d'autres que l'on a créées à l'occasion d'une vengeance qu'on aimerait réaliser un jour, d'une haine qu'on aurait vis-à-vis de X, Y, Z, et ainsi de suite. Et il y a aussi des oppositions alimentaires, c'est-à-dire, c'est là où on retrouve la plupart des cambistes. Quand vous parlez de cambistes, ça, vous ne craignez pas d'offenser... Je n'offense personne. Un cambiste, c'est qui? C'est quelqu'un, généralement ici, les cambistes, c'est des gens qui changent la monnaie. Et en politique? En politique, c'est des gens qui, la journée, il a une position X, le soir, il a une autre. Et on parle de gens comme vous, ou on le qualifie également de partisans? Moi, je ne suis pas un partisan. Moi, je suis un combattant. Comprenez? Moi, je suis un combattant. Moi, je suis un pur et dur. Comprenez? Moi, je suis un type loyal et fidèle. Moi, je ne suis pas un partisan.
Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par conviction. Moi, c'est par conviction. Okay. Moi, je ne suis pas du pouvoir, moi, je suis du régime, madame. Okay. Les gens du pouvoir, c'est les gens là que l'on voit à l'occasion d'un décret. Ça y est, ça va. Et Kabila, Oye, tout ce que vous voulez. Et dès qu'il y a un décret contraire, il se souvient qu'il avait d'autres droits qu'il avait mis dans un tiroir. Donc ce n'est plus ça, alternance, tout ce que vous voulez. Non. Nous sommes du régime, vous devez savoir ça. D'accord. Avec ou sans décret, nous sommes dans le combat. Nous sommes sur les rings, voilà. Ça, c'est moi, citoyen Claude Machala. Alors, parlons des cambistes politiques, madame. Les cambistes, la journée, ils ont une position X. Le soir, c'est pas ça. La journée, on les voit, ils sont durs à cuire à la télé, dans les médias. Ils sont prêts à dire tout ce que vous voulez. Et le soir venu, dans leur sacoche, ils ont leur CV, ils ont des cahiers de charges en relation avec le problème, la plupart des problèmes sociaux qu'ils rencontrent dans leur vécu quotidien. Et quand on essaie de régler tant soit peu ces problèmes-là, la journée, vous voyez, monsieur commence à être un peu modéré. Et quand on ne les fait pas, c'est l'extrémisme à tout bout de champ. Et l'autre opposition est composée des usurpateurs, voilà. Des gens qui continuent à se faire passer pour membres de certains partis politiques, quand bien même tout le monde sait qu'on a eu à les chasser de là. Donc c'est ça. C'est ça ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Alors, comment analysez-vous le fait qu'aujourd'hui, l'UNC et Alliés, UDPS et Alliés suspendent leur participation dans les plénières dans l'Assemblée nationale en rapport avec les plénières, en rapport avec les schémas, les projets de loi ayant trait à l'article touchant et entré à toucher l'article 197. Ils pensent, selon eux, que cette démarche vise à ce que l'article 220, verrouillé par les constitutions, soit modifié. Merci pour votre question. Vous me dites qu'il y a UDPS allié. Mais vous et moi, vous savez très bien que l'UDPS n'est pas au Parlement. Je crois qu'il y avait eu un mot d'ordre. Ceux qui sont là, au nom de l'UDPS, font de l'usurpation. Allez leur poser la question la dernière fois qu'ils étaient à la permanence de l'UDPS, ça date de quand? Et dire que... Le fils de Tshisekedi les appelle les indisciplinés, mais il sait qu'ils font partie de l'équipe. Demandez-leur, ceux-là qui font des déclarations, la dernière fois qu'ils ont été à la permanence de l'UDPS, c'est quand? Et dire que les virus à Ebola, ça a des milliers de kilomètres de limité. Et pourquoi ils ont peur de se retrouver à limité? Parce qu'ils savent très bien que dans ce parti-là, il y a des radicaux qui ont leur façon de corriger les traîtres. Vous savez très bien qu'en 2011, il y a eu une escroquerie politique qui va demeurer pendant longtemps dans l'histoire de notre pays, avec le phénomène mouniérisation. Tout le monde, pour arracher quelques voix, est allé jusqu'à trouver un mouniéré quelque part et l'avoir sur son affiche. Et quand monsieur s'est retrouvé élu, il y a eu un mot d'ordre. Qui a respecté ce mot d'ordre-là? Et plus personne n'a remis ses pieds à l'imiter. Vous allez engager l'UDPS à chaque fois dans des restaurants, dans des hôtels ici à Kinshasa ou sur le perron du palais du peuple. Écoutez, ça c'est de l'usurpation. Et là d'ailleurs, moi j'attire l'attention même du bureau de l'Assemblée nationale, qui doit être correct quelque part. Et l'UNC dans tout ça? L'UNC, je vous ai parlé de la source même de la trahison. La trahison est venue du palais. J'aime pas trop faire de commentaires sur ce parti-là. J'aime pas trop. C'est une démarche tout à fait normale. Quand on a pour seule ambition la revanche, le règlement de compte, c'est normal, vous savez, il y a toute une chaîne. Je vous ai parlé qu'il y a différents maillons dans la chaîne du complot. Il y a M. Kengo qui a parlé, et puis la Senco, et puis on retire les membres de la CIM, et puis il y a des usurpateurs et autres cambistes et opposants politiques qui se retirent des plénières. Et demain, il y aura un autre maillon. C'est au peuple de demeurer vigilant. Et surtout les nationalistes et les vrais. Ceux qui sont là pour le régime et non pour le pouvoir. D'ouvrir l'œil et le bon. Parce que quelque part, il y a de ces individus qui pensent que si autrefois la fameuse contre-offensive foudroyante et immédiate n'avait pas pu se réaliser, l'heure a sonné.
Comme il y en a d'autres qui rêvent de voir être effacés de l'histoire de notre pays, la date du 17 mai 1997. Il y en a beaucoup comme ça qui réfléchissent de la sorte. C'est aux vrais combattants, aux vrais kabylistes, aux vrais nationalistes d'ouvrir l'œil le bon. Ce n'est pas que nous regrettons la révolution, pardon. C'était une façon pour M. Laurent-Désiré Kabila de lancer le dialogue, que Joseph Kabila continue à animer d'ailleurs. Mais cela ne va pas nous empêcher de chercher chaque fois à savoir, comme l'a souvent dit le vieux hérodien Abdoulaye Ndombassi, Nani Asalaki Nini, qui a fait quoi dans ce pays? Il ne faudrait pas, puisqu'il y a eu la révolution, pardon, abuser. Abuser, juste parce qu'on pense avoir un agenda, un carnet d'adresses très enrichi, des ambassades, tout ce que vous voulez, qu'on peut se permettre n'importe quoi. Parce qu'à tout moment, on peut appeler M. Kobler, c'est ça. On pense que voilà, ça y est, on est assez blindé pour se permettre n'importe quoi. Voilà, on va parler de Coutinho qui a bénéficié de la grâce présidentielle. Il a fait 10 ans en prison depuis 2008. Il a fait 8 ans. Il défend en principe faire 10 ans, il a fait 8 ans. Mais d'aucuns pensent que le président de la République a attendu longtemps pour pouvoir libérer le pasteur Coutinho, alors que sa santé est déjà fragilisée et beaucoup pensent que ça ne servait plus à rien, cette grâce en ce moment. Il fallait laisser mourir Coutinho en prison. C'est ce que ces gens-là pensent. Il ne fallait pas attendre longtemps. Il ne fallait pas attendre longtemps Coutinho, pour le gracier. Il ne fallait pas attendre qu'il soit fragile, que sa santé soit fragile. S'il vous plaît, Coutinho se retrouvait en prison du fait d'une plainte qui avait été déposée par un de ses collègues, pasteur aussi. Et aussi contre une détention illégale d'armes. S'il vous plaît, une plainte déposée au niveau de la justice par un de ses collègues. Tous deux censés prêcher par l'exemple, le pardon mutuel, l'amour du prochain. Mais on a vu son collègue insister, tout faire. Il s'est retrouvé en prison. On a vu certains politiciens, s'il vous plaît. On a vu officiellement, s'il vous plaît. Officiellement, le pasteur. Laissez-moi éclairer la lanterne de l'opinion publique. Mais non, vous m'avez posé une question. Officiellement, vous allez répondre, je vais juste compléter. Officiellement, le pasteur Coutinho a été détenu pour tentative d'assassinat et détention illégale d'armes. Mais voilà, plus que vous connaissez mieux le dossier. Tentative d'assassinat de qui? C'est qui on voulait assassiner? Répondez. Et la détention illégale d'armes? Non, s'il vous plaît. Puisque j'étais en train de parler. Assassinat. Qui devait être assassiné? Je ne confirme rien. Mais moi, je pense que les hommes de Dieu ont une fois de plus prouvé que la plupart d'entre eux ne sont pas à la hauteur. Et je crois qu'ils auraient réglé ces différends entre eux. Ce père de famille n'allait pas faire autant de temps là où ils s'étaient retrouvés. Tout ce que le chef de l'État a fait, c'est de respecter le principe de la séparation des pouvoirs. Il a laissé faire la justice. Il a laissé la justice faire son travail. Mais puisqu'il y a eu une raison humanitaire, fallait-il laisser ces citoyens dans cette situation-là? Non. Quand bien même on a vu certains politiciens véreux ici chercher à faire du cas Coutinho leur rampe de lancement, une sorte de tremplin. On a même voulu faire de Coutinho prisonnier politique, par exemple. Dieu merci, vous de la presse, vous précisez qu'il était en prison pour tentative d'assassinat et détention illégale d'armes. C'est vous des médias. Moi, je pense qu'en ce moment-ci, le pasteur Ngalassi doit faire un effort. Il doit faire un effort. Non pas seulement de pardonner Coutinho, mais de demander aussi pardon à tous les fidèles, à tous ceux-là qui croient en Dieu. À prouver que, effectivement, lui aussi prêche l'amour. Il doit demander pardon. Okay. Donc, nous n'allons pas le faire à sa place. Je crois qu'ici, c'est plus Ngalassi qui est à interpeller. Il faut même arrêter de parler de la grâce présidentielle.
Le chef de l'État n'a fait qu'actionner un mécanisme tout à fait normal, une prérogative qui lui est reconnue par la loi. Mais le reste, autant Coutinho doit se surpasser, mais c'est surtout Ngalassi qui doit demander pardon aux gens qui viennent là chaque dimanche chez lui et à s'attendre à des miracles. Je crois que le plus grand miracle que lui, le pasteur Ngalassi, doit faire maintenant, c'est de demander pardon, c'est tout. Ok. Voilà. Monsieur Machala, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, malgré que le temps nous a fait défaut. Merci à vous aussi d'avoir pris votre temps pour suivre cet entretien qui revient demain 7h15, mais également le jeudi à 23h. On se fixe pour ce rendez-vous le mardi prochain à 20h30. D'ici là, restez avec nous sur B1 et prenez bien soin de vous.